Bonjour, ici Frédéric Marcoux, bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous allons accueillir Mathilde Delbracil qui va nous parler de Kim Bradley. Ensuite, nous allons parler de la musique en Corée avec Tania Fortin, du Taylor Roadshow avec Philippe Gaudreau, de la nouvelle top modèle de l'heure Amélie Tremblay avec Annabelle Saint-Pierre et finalement des lundis de l'humour avec Alex Desbiens. Donc, premièrement, bonjour Mathilde. Bonjour Frédéric. Donc, tu as rencontré Kim Bradley afin de lui parler de sa toute première chanson, One Last Night, qui est maintenant disponible sur tout... Sur plusieurs plateformes. Oui, dont iTunes. Oui, j'ai rencontré Kim, qui a sorti sa toute première chanson de son futur EP le 26 octobre dernier, qui se nomme One Last Night et qui est réalisé par The Lost Boy Productions. Et Luc Telly s'occupe du mixage et du mastering de ses chansons. Kim a décidé de consacrer son année à la réalisation de son album. Aussi, elle m'a confié qu'elle aimerait sortir la version française de One Last Night avant les fêtes, mais rien n'est encore confirmé. Elle nous réserve tout plein de projets, mais elle ne peut rien dévoiler pour le moment. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire à quel âge sa passion pour le chant a commencé? Sa passion pour le chant a débuté très jeune. C'est entre autres sa grand-mère pianiste qui l'a inspirée et motivée à réaliser ce rêve de devenir chanteuse. Au fond, de quoi s'inspire-t-elle? Elle s'inspire d'histoires vécues, de sentiments et d'aventures qu'elle vit en tant que jeune femme de 18 ans. De plus, elle s'inspire de ses idoles, dont Marmé, sa chanteuse québécoise préférée. Quelquefois, elle s'inspire de la vie des autres ou elle s'invente des histoires, mais cela est moins fréquent. Parfait. Qu'est-ce que cette compositeur-interprète nous réserve pour en 2016? En 2016, Kim nous réserve tout plein de projets qu'elle prépare présentement. Entre autres, elle aimerait sortir un vidéoclip, mais peut-être pas avec la chanson One Last Night. C'est à suivre. Depuis qu'elle est jeune, Kim rêve de percer. Quand elle était jeune, elle pratiquait ses interprétations devant sa grand-mère et ses nombreuses peluches qu'elle utilisait comme public. C'était vraiment important pour elle. Donc, c'est vraiment son grand rêve. Fait que ça a peut-être un vidéoclip. C'est un de ses grands rêves de sortir ça, de se faire connaître et de percer. Elle a hâte de dévoiler son nouveau bébé au public. C'est vraiment important pour elle. Et les amateurs peuvent la suivre sur les réseaux sociaux. Kim publie fréquemment des extraits sonores et des photos en studio. Bon, bien, merci Mathilde d'avoir éclairé sur cette chanteuse. Merci à toi, Frédéric. Nous enchaînons maintenant avec Tania Fortin qui va nous parler du phénomène K-pop qui dépasse largement les frontières de la Corée. Ça fait pas mal le tour du monde. Maintenant, c'est le tour du Canada. Donc, Tania, tu as interviewé M. Bang, un agent sud-coréen qui peut nous... Est-ce que tu peux nous en apprendre plus sur ce phénomène? Oui, donc pour commencer, K-pop signifie en anglais Korean Pop, qui se traduit en français par la pop coréenne. En fait, j'ai d'ailleurs rencontré M. Bang qui me dit que K-pop est un mélange entre la culture américaine et coréenne. Parfait. Comment la musique coréenne s'est-elle faite connaître? Tout simplement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les gens qui étaient seulement habitués à écouter de la musique américaine ont apprécié le nouveau style de musique différent. Donc, qu'est-ce qui différencie la K-pop de la musique américaine? C'est son image pure ainsi que ses artistes incroyables. M. Bang Shi-hyuk, un agent pour la Big Hit Entertainment, qui est une agence de musique sud-coréenne, m'a d'ailleurs dit que leurs artistes savaient presque tous danser. Chaque vidéoclip est accompagné d'une danse incroyable sur laquelle ils ont énormément travaillé. De plus, il m'a mentionné que les artistes étaient considérés en Corée comme les modèles pour les jeunes. Donc, ils doivent garder une belle image d'eux. Donc, les agences sud-coréennes sont très strictes là-dessus. Si un de leurs artistes se fait prendre en train de boire ou de fumer, son contrat est immédiatement rompu. Donc, cette vague coréenne se fait sentir ici au Canada. Est-ce que tu peux nous en donner un exemple? Oui, par exemple, juste cette année, plus d'une dizaine d'artistes sud-coréens sont venus au Canada, notamment faire des concerts à Toronto, dont BTS et NUS. De plus, si on va magasiner dans les grandes métropoles, chez les HMV, on peut maintenant s'acheter des albums des artistes coréens. Parce que durant la guerre de Corée, il y avait beaucoup de soldats américains qui étaient présents dans le sud de la Corée, où ils faisaient des prestations musicales. Donc, les Coréens, à cette époque, étaient très renfermés puisqu'ils étaient sous empire japonaise. Donc, l'arrivée d'une nouvelle culture, celle américaine, ça les a impressionnés. Donc, ils ont commencé à l'inclure dans leur culture. Donc, c'est pour ça que la K-pop est un mélange de la culture américaine et coréenne. Donc, merci Tania pour ces informations sur cette musique coréenne. Nous sommes maintenant avec Philippe qui va nous parler du Taylor Roadshow. Donc,
Le Taylor Roadshow a fait un arrêt ici à Chicoutimi pour l'une de ses dernières représentations pour 2015. Effectivement, la tournée mondiale du Taylor Roadshow s'est arrêtée chez Yvonique Desbiens Musique le 16 novembre dernier. En gros, c'est quoi le Taylor Roadshow? Le Taylor Roadshow, c'est une série de démonstrations qui servent à partager des connaissances en matière de lutherie, en matière d'instruments de musique, qui servent à informer les gens sur la compagnie Taylor en tant que telle, mais aussi ça permet d'en apprendre plus sur les guitares en général, mais aussi sur les modèles offerts par la compagnie. Parfait. Parlons maintenant plus précisément de la démonstration. Comment s'est déroulée la soirée? Est-ce qu'il y avait des invités spéciaux? Oui, en fait, à l'intérieur du magasin, il y avait une petite scène de montée où il y avait à peu près une 60aine d'amateurs qui étaient réunis autour de la scène. Les 2 invités spéciaux étaient présents. Michael Lilly, qui est un représentant de la compagnie Taylor, et ainsi aussi Wayne Johnson, qui est un artiste à part entière. Tu as mentionné plus tôt la démonstration avec comme but d'informer les gens sur au niveau de la lutherie et informer les gens avec les innovations de la marque Taylor. Comment est-ce qu'ils se sont pris pour transmettre ces informations-là? Bien, durant le show, dans le fond, le représentant prenait le temps d'expliquer la construction, les spécifications de l'instrument de musique, d'une guitare. Puis par la suite, le musicien, qui est Wayne Johnson, prenait le temps vraiment de jouer un morceau avec le même instrument qui était expliqué par le représentant de la marque Taylor. Puis ainsi, il pouvait prouver les faits qui étaient amenés par le représentant. Puis ça lui permettait de faire un tour de l'inventaire de la marque parce que pour le roadshow, ils ont amené une grande variété de guitares qui sont disponibles justement chez Yvonique Desbiens pour vraiment pouvoir différencier chaque modèle qui est présent. Parfait. Donc, est-ce que d'autres démonstrations de ce genre-là vont être bientôt chez Yvonique Desbiens Musique? Oui, effectivement, l'entreprise, ou plutôt le propriétaire de l'entreprise, Marc Tremblay, suggère de suivre le magasin sur Facebook, car pour 2016, l'année qui vient, il promet plusieurs autres démonstrations, des artistes invités de plusieurs compagnies, sauf qu'il ne veut pas révéler les dates en ce moment même. Donc, il nous suggère de le suivre sur Facebook pour se tenir au courant des événements à venir. Donc, merci Philippe. Amélie Tremblay est une jeune jonquiéroise qui connaît une ascension fulgurante au niveau de sa carrière internationale de mannequin. Nous avons une de nos journalistes, Annabelle, qui l'a rencontrée. Bonjour Annabelle. Bonjour Frédéric. Donc, suite à une discussion avec elle, est-ce que tu peux nous raconter son parcours? Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, Amélie a commencé à faire ses premiers pas dans l'industrie lorsqu'elle avait 15 ans en participant à un concours de mannequins pour la boutique Garage. Et puis, lors de cette expérience, elle n'a malheureusement pas remporté le concours. Cependant, il y a Folio, qui est une agence prestigieuse de mannequins à Montréal, qui l'a remarqué et puis qui l'ont intégrée un an après sa participation au concours dans leur équipe de mannequins. Donc, Amélie a fait partie de Folio. Et puis, en 2013, elle a commencé à décrocher quelques contrats, mais puisqu'elle était encore aux études, elle n'a pas pu se concentrer entièrement à sa carrière de mannequin. Mais c'est à partir de 2014 que vraiment sa carrière a décollé. Et puis, elle a reçu des opportunités en or. D'ailleurs, il y a 2 ans, elle est partie en Corée du Sud, à Séoul, tout l'été, pour effectuer des contrats à l'étranger et des castings. Et puis, l'an dernier, elle était en Grèce et actuellement, elle se trouve en Turquie, où elle travaille pour l'agence Option Management. Donc, c'est quand même un parcours impressionnant là, pour une jeune femme à peine âgée de 20 ans. Quels sont ses rêves qu'elle veut réaliser en tant que mannequin? Oui, eh bien, Amélie, en fait, elle a plusieurs destinations fétiches en tête pour ses prochains contrats. Elle a l'Australie, le Japon, Los Angeles et Miami dans sa mire comme prochain pays qu'elle souhaite visiter. Et puis, actuellement, elle travaille très fort pour obtenir, en fait, son visa pour aller tenter sa chance à New York. Mais ça prend un maximum de publications, une 40aine dans les magazines. Donc, elle travaille vraiment très, très fort pour réussir cet objectif-là. Et puis, en plus, elle chérit un grand rêve qui est de participer à la Miami Swim Week,
qui est en fait une semaine de la mode reconnue partout à travers le monde, qui accueille les mannequins les plus prestigieuses dans tout le monde. Donc, on lui souhaite vraiment. Ça a l'air bien agréable, ce vie de mannequin-là. Par contre, est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, en fait, j'ai été surprise, moi aussi, à apprendre avec Amélie quand j'ai discuté avec elle que malgré ce qu'on peut penser, la vie de mannequin, ça comporte aussi quelques inconvénients. C'est pas toujours un conte de fées. Il existe vraiment dans ce milieu-là une forte compétition qui fait sentir des fois Amélie difficile un peu de se démarquer avec des mannequins et de rivaliser avec elles, surtout quand elle va à l'étranger, parce qu'elles ont beaucoup d'expérience, elles sont expérimentées, un long bagage. Donc, Amélie, quelquefois, éprouve des difficultés à ce niveau-là. Et sinon, elle possède, en fait, c'est pas une vie qui est de tout repos. Donc, vraiment, elle a des castings de soir, elle travaille les fins de semaine. Donc, c'est pas toujours évident d'être mannequin. OK. En terminant, est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails sur sa carrière en région? Oui, eh bien, en fait, Amélie connaît beaucoup de succès, en fait, à l'étranger, mais également ici en région. Notamment, elle a participé avec beaucoup de shootings ici avec L'Oréal Paris et Dynamite. Et on peut aussi l'apercevoir sur les grandes affiches commerciales de la place du Royaume à Chicoutimi. Yep. Et puis, dernièrement, elle a participé à l'émission Le Banquier comme beauté. Et puis, donc, on peut vraiment dire qu'elle a réussi à se dénicher des belles opportunités, même ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eh bien, merci Annabelle pour toutes ces informations. Merci à toi, Frédéric. Donc, nous sommes maintenant avec Alex qui va nous parler d'une soirée bien spéciale qui s'est passée à Jonquière. Oui, bien en fait, les lundis de l'humour qui sont organisés 2 fois par mois à la microbrasserie et pizzeria Opéra de Jonquière. C'est une soirée d'humour. J'ai pu m'entretenir avec Jesse Shea, l'organisateur, qui est un jeune humoriste de la relève de la région. Un événement qui gagne en popularité avec un auditoire qui est fidèle et très régulier. Il est en fait à sa 2e année. L'année dernière, ça se passait au Balthazar, qui a fermé ses portes suite à une faillite. Et il avait réussi à convaincre Mariana Mazza, qui a sans doute été sa meilleure soirée à l'époque. Il a ainsi fait salle comble. Et donc, vous pourrez assister avec à un bon spectacle, avec une bonne bière et un bon repas. Parfait. Donc, pourquoi organiser cette soirée en région? Eh bien, Jesse, comme il m'expliquait, a décidé de donner à sa région natale une soirée qu'on retrouve un peu partout au Québec, dans les grandes villes. C'est donc quelque chose qui était intéressant, de nouveau. Et c'est parfois aussi difficile d'avoir des humoristes dus à la distance. Et on s'entend avec le parc de Laurentides qu'il n'y a pas toujours des conditions de voyage évidentes. Mais il réussit quand même toujours à trouver des personnes pour faire passer la meilleure soirée possible à son auditoire. Il utilise aussi ces moments pour tester ses blagues. Comme il expliquait, pour un jeune humoriste, il va écrire environ une dizaine de blagues. Sur 10, il va en avoir une dizaine qui vont être correctes, une qui est bonne. Et ensuite, sur les 10 de bonnes, il va y avoir une qui est vraiment excellente. Ainsi, ça lui permet de travailler son matériel. D'accord. Qui est cet homme, dans le fond, derrière cet humoriste-là? Bien, comme je vous expliquais, Jesse est un jeune humoriste de la région. Il a participé à la LIEJ, la Ligue d'improvisation étudiante de Jonquière en 2011, où est-ce qu'il a été nommé joueur de l'année. Il a travaillé aussi au Patro. Pour ceux qui ne sont pas originaires de la région, le Patro, c'est un organisme communautaire qui s'occupe de l'animation et du sport chez les jeunes. Il a aussi fait partie de la troupe d'animation des Fous du Roi, qui à l'époque, c'est à cet endroit que je l'ai connu. Il faisait de l'animation de rue qu'on appelle donc dans des festivals et dans des mariages. Okay. Il a eu sa piqûre pour l'humour quand ils lui ont demandé de faire un show sur scène. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Et comme il dit, il était plus ou moins préparé. C'était un peu fait brouillon, mais les rires du public lui ont donné complètement la piqûre et il a continué depuis ce temps-là. C'est un homme qui a un humour très physique, un faciès très particulier. Aussi un musicien. Il traîne toujours son petit ukulélé sur scène. Il s'amuse à faire des petites chansonnettes et des blagues ainsi. Non, mais merci Alex de nous informer sur cette petite soirée-là. Quant à toi, tu es allé voir le nouveau film Spectre? Oui, le 24e film de James Bond. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé de ce film? Dans le fond, moi, ce que j'ai le plus aimé, en vérité, j'ai pas, pour être honnête avec vous, c'est pas été un de mes films préférés. J'ai été un petit peu déçue par rapport à la grandeur que ça l'a pris au niveau des écrans du cinéma. Par contre, qu'est-ce que j'ai moins aimé, je pourrais vous dire, ça serait au niveau des sous-titres. J'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. C'est normal, les espions, ils parlent beaucoup avec d'autres langues, les autres espions. Donc, beaucoup de sous-titres, trop souvent même, je vous dirais.
Ensuite, moi, ce que j'aime habituellement des films de James Bond, c'est les gadgets. Par contre, à ce moment-là, j'ai trouvé que dans ce film-là, il y en avait moins. Et en plus de ça, quand il y en avait, ça apparaissait pas beaucoup. Je vous donne un exemple. Par exemple, la voiture. Ça a été 15 minutes à l'écran, pas plus que ça. Ensuite de ça, la durée de 2h30. C'était une longue durée avec beaucoup de temps mort. Je vous dirais beaucoup quand cet agent-là, il se déplace d'un lieu à l'autre. J'ai trouvé qu'il aurait pu peut-être couper sur ça. Et finalement, c'est le 24e film, on le sait. Après 24 films de James Bond, c'est normal, ça se répète un peu. Par contre, c'est très répétitif. On parle souvent de femmes, de morts, d'armes et de Volca Martini. Ça se résume pas mal à ça. Malgré tout, est-ce que c'est quand même un bon film? Oui, c'est sûr que j'ai quand même, ça n'a pas été que du négatif. C'est sûr qu'au niveau des scènes d'action, c'est réalisé merveilleusement. J'ai rien à dire sur ça. Au début du film, comme je vous dis, les scènes d'action, c'est excellent. Et notre bel acteur, Daniel Craig, j'ai rien aussi à dire sur ça. Tout au long du film, il interprète le rôle principal de James Bond. C'est l'un des meilleurs. C'est dommage que ça soit peut-être son dernier. Son dernier? Oui, exactement. Ça se peut que ça soit le dernier film de James Bond. Il avait signé un contrat pour 5 films. Par contre, il veut peut-être se désengager de ça puisqu'il veut faire autre chose. Il est tanné d'être associé à ce personnage-là. Donc, aussi, sans oublier, pour la chanson principale qui était beaucoup attendue, la chanson de Sam Smith pour ouvrir le film, comme par exemple l'ancien qui était 007 avec Adele. Oui, exactement. Donc là, cette fois-ci, c'est Sam Smith, puis ça a été très apprécié. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir. Donc, je tenais à remercier mes animateurs, Mathilde, Alex, Tania, Philippe et Annabelle. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Marcoux et à la prochaine.